Avant de commencer cet exercice, nous allons faire un petit récapitulatif. Cette fois-ci, dans un fichier. Nous avons vu comment mettre le code dans un fichier. En tapant notre code et en le sauvegardant directement dans le dossier dans lequel on le veut et en lui donnant une extension .py. Souvenez-vous de bien sauvegarder votre fichier avec l'encoding UTF-8 pour être sûr de pouvoir utiliser les caractères spéciaux tels que les accents et les CDI. Ensuite, pour pouvoir lancer votre code, rendez-vous sur le shell system et non le shell Python et faites bureau et déplacez-vous dans le dossier qui contient le script, lancez Python 3.5 et ensuite exécutez votre programme. Nous avons vu un peu de vocabulaire, particulièrement le fait que Python utilisait du duck typing, qui s'écrit ainsi. Et le duck typing est une philosophie qui dit que si quelque chose fonctionne comme un canard, c'est-à-dire qu'il marche comme un canard, qu'il fait le bruit comme un canard, alors on peut l'utiliser comme un canard. Essentiellement, cela signifie que Python s'intéresse particulièrement plus au comportement qu'aux types eux-mêmes. En l'occurrence, nous avons vu que tout ce qui était en able était du vocabulaire destiné à décrire les capacités d'un objet. Indexable signifie que l'on peut récupérer un des éléments de l'objet en utilisant cette syntaxe-là et en donnant un index ici. N'oubliez pas que l'index peut être négatif. Sliceable signifie qu'on peut récupérer un sous-ensemble, une tranche, en utilisant cette syntaxe-ci, avec un départ et une arrivée. Le départ et l'arrivée sont optionnels et on peut indiquer un pas si l'on le souhaite. Mutable signifie qu'on peut modifier un objet. Immutable signifie qu'on ne peut pas le modifier. Enfin, itérable signifie que l'on peut récupérer les éléments un par un et faire une boucle for dessus. Nous avons également vu la fonction len qui permet de connaître la taille de quelque chose. Et nous avons vu le type list qui nous permet de créer un tableau dans lequel nous pouvons rajouter plusieurs éléments dedans et de pouvoir le modifier a posteriori, au début, à la fin. La liste est indexable, la liste est sliceable et la liste est itérable. Les chaînes de caractères sont également itérables, et les tuples, qui sont des sortes de listes mais qui ne sont pas modifiables, sont également itérables et sliceables. Mais par contre, tout comme les chaînes de caractères, ils sont immutables, c'est-à-dire non modifiables. Nous allons maintenant retourner à notre ancien exercice deviner un nombre. Cela va devenir votre nouvel exercice. L'idée est que maintenant vous créez ici une liste et que vous enregistriez chaque réponse que l'utilisateur a donnée pour à la fin afficher à l'utilisateur tous les coups qu'il a utilisés juste avant de trouver le bon résultat. C'est à vous. Nous allons passer à la correction. Pour avoir un historique, nous allons créer une liste que nous allons appeler historique. Cette liste va être rajoutée ici. Et on lui ajoute un élément à la fin qui va être la réponse. Une fois cette réponse obtenue, nous savons que nous nous trouvons en dehors de la boucle uniquement dans le cas où nous avons gagné, puisque cette condition s'arrête uniquement si le chiffre secret et la réponse sont la bonne. Nous pouvons donc donner du code après la boucle. La première chose que nous allons faire, c'est récupérer la taille de la boucle pour afficher en combien de coups nous avons gagné. Len historique. Print, vous avez gagné en taille coup. Souvenez-vous que nous ne pouvons pas additionner des chaînes de caractères avec des entiers, il faut donc convertir la taille en string avant de pouvoir utiliser l'opérateur plus pour concaténer les chaînes. Ensuite, nous allons faire une boucle for sur l'historique. Et pour chaque coup de l'historique, nous allons afficher le coup. Voilà. Alors,
nous allons sauvegarder l'exercice sur le bureau. Aller sur le bureau depuis ici et voir le résultat. Voilà, il me dit que j'ai gagné en 5 coups, mais j'ai oublié un petit espace ici qui aurait rendu l'affichage bien plus joli. Il m'affiche ensuite ici tous les coups que j'ai utilisés. Il est possible d'améliorer un petit peu ce script. Déjà d'une part, ce else n'est plus nécessaire. En effet, nous savons déjà que si nous sortons de la boucle while, nous avons gagné. Nous pouvons donc retirer ce else qui n'était nécessaire que dans le shell, car nous n'étions pas dans un fichier et nous ne pouvions pas facilement sortir du bloc. Ensuite, nous pouvons ici mettre des virgules au lieu d'utiliser des plus. Les virgules, dans un appel de fonction, séparent les différents paramètres. Ici, vous avez la fonction print, et nous séparons le premier paramètre du deuxième paramètre, du troisième paramètre. Print va prendre chacun des paramètres, les convertir en chaîne de caractères, rajouter des espaces entre eux, et ensuite afficher le résultat. Ce qui fait que ici, nous aurons notre phrase toute faite sans avoir à utiliser les plus ou à faire str. Nous pouvons faire la même chose ici. Print peut prendre un nombre infini de paramètres. Ensuite, pour les tests suivants, nous allons mettre un nombre plus bas, de telle sorte que ce soit beaucoup plus facile pour pouvoir faire nos tests. Je vais mettre 2 lignes, une commentée et une avec nos tests. Celle commentée sera remise après afin de pouvoir avoir une version définitive et celle-ci va nous servir pour les tests. Je sais ici que ce n'est pas vraiment un chiffre entre 0 et 100, mais un chiffre entre 0 et 5. Je vais donc mettre 3, 4, et voilà, j'ai gagné en 2 coups. L'affichage est le même, mais c'était légèrement plus facile à écrire. Nous allons pouvoir réinverser la tendance. Voilà. Ceci n'est valable évidemment que pour la fonction print. La fonction print accepte les paramètres pour en faire des chaînes de caractères affichées à l'écran. Néanmoins, les autres fonctions qui acceptent également parfois plusieurs paramètres n'auront pas nécessairement le même effet entre tous les paramètres. Certaines fonctions n'acceptent pas plusieurs paramètres. D'autres en ont besoin d'avoir plusieurs par défaut. Vous verrez de plus en plus de fonctions au fur et à mesure que le temps passe, et vous apercevrez que les fonctions peuvent être beaucoup plus complexes et puissantes que vous ne le croyez. Cette partie est terminée. Dans la prochaine partie, nous allons voir des types encore plus avancés que les listes et les tuples. J'ai nommé les dictionnaires et les sets. Mais également, ce sera l'occasion de travailler sur les fichiers, de pouvoir les ouvrir, les lire et les écrire.